Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres. 2 chefs terroristes appartenant à Daesh ont été tués par l'armée française au Mali. Ils ont été neutralisés lors d'une opération conjointe menée avec l'armée américaine. Soutien de l'État camerounais aux régions du nord-ouest et du sud-ouest, un appui à travers une facilité de garantie de prêts bancaires en faveur d'entreprises publiques et privées implantées dans ces régions en crise. 29 millions de doses du vaccin Johnson & Johnson attendues dans les prochains jours en Afrique. Il s'agit d'accélérer la campagne de vaccination qui accuse beaucoup de retard. Seul 1,39% de la population africaine est entièrement vaccinée. Mais tout d'abord, la Guinée équatoriale qui dénonce des sanctions unilatérales et illégales exige la levée dans les plus brefs délais des sanctions imposées pour des faits de corruption par le Royaume-Uni contre Théodorine Obiang Mangué, vice-président de la Guinée équatoriale et fils de l'actuel président de la République, Théodore Obiang Nguema Mbazogo. Les autorités de Malabo dénoncent un geste inamical et des sanctions juridiquement infondées, notant que celles-ci prévoient un gel des avoirs et des interdictions d'entrée au Royaume-Uni. Théodorine Obiang Mangué est accusée de détournement de fonds publics. Les sommes portent sur plusieurs centaines de millions de dollars. Issa al-Sahraoui et Abdul Rahman al-Sahraoui, 2 cadres du groupe État islamique au Grand Sahara, ont été tués par les soldats de la force Barkhane. Le premier sévissait au Sahel depuis plusieurs années. Il aurait notamment participé le 10 décembre 2019 à l'attaque d'Inates contre les forces armées nigériennes. Joël Ballot. Au Mali, la force Barkhane annonce la mort de 2 cadres de l'État islamique dans le Grand Sahara. Il s'agit d'Issa al-Sahraoui, coordinateur logistique et financier de l'EIGS, et d'Abou Abderrahman al-Sahraoui, chargé de prononcer des jugements. Cette attaque rapide et précise de la force Barkhane s'est faite en coordination avec l'armée américaine. Toutes ces interventions dans le cadre de l'élimination des hauts cadres de l'État islamique du Grand Sahara interviennent alors dans ce cadre en tant que tel. Depuis 2013, l'armée française appuie au plan logistique et en termes de renseignement les forces armées maliennes. Et dans le cadre de ces accords, il n'est pas exclu que l'armée française puisse opérer des raids. Pour le gouvernement malien, cette nouvelle opération entre dans le cadre de la stratégie de la France de cibler les chefs et les cadres des groupes terroristes qui sévissent dans le pays. C'est aussi l'occasion pour l'armée française de montrer sa détermination à continuer la lutte contre le terrorisme aux côtés du G5 Sahel. Par rapport à la présence française au Mali, faut-il rappeler déjà qu'il y a un accord de défense, un accord militaire qui relie les 2 États. Ce mandat qui rend le cas d'une architecture juridique qui est renforcée par l'accord de défense entre Paris et Bamako. En rappel, après plus de 8 ans d'engagement important dans le Sahel, la France a annoncé la réduction de la présence militaire française et la fin de l'opération anti-djihadiste Barkhane. Ce retrait va favoriser la mise en place d'un dispositif resserré, recentré sur les opérations de contre-terrorisme et d'accompagnement au combat des armées locales autour d'une alliance internationale associant les Européens. Dans l'actualité également, ces manifestations dans plusieurs villes de Tunisie ce dimanche. Manifestations notamment près de l'entrée de l'Assemblée des représentants du peuple. Des rassemblements avec en toile de fond la crise économique dont la gravité affecte la gestion de la crise sanitaire. En colère face à la situation, les protestataires exigent la dissolution du Parlement et appellent à la chute du système. Au Cameroun, afin de faire face à l'impact économique des crises sécuritaires mais aussi sanitaires, le gouvernement a mis en place une facilité de garantie de prêts bancaires, une nouvelle disposition qui prévoit que l'État garantisse jusqu'à 80% des prêts accordés aux compagnies qui se trouvent dans les régions anglophones. Joël Ballot. Conscient de l'impact de la situation sécuritaire sur l'économie en zone anglophone, l'État du Cameroun s'engage à accorder 80% du montant des prêts contractés par les entreprises opérant dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Cette démarche fait suite à la signature ce 22 juillet à Yaoundé d'une convention de garantie entre l'État et les établissements de crédit.
Vous voyez très bien que l'État s'engage là comme un facilitateur en matière de gestion des crédits. Mais il ne faut pas l'oublier, 80% de 200 milliards de francs CFA, c'est presque 160 milliards de francs CFA que l'État prend sur lui l'engagement de payer à terme, parce que l'État se constitue comme le gestionnaire de la dette de ces entreprises. Avec une enveloppe globale de 200 milliards de francs CFA, l'État entend allouer 70%, soit 140 milliards aux entreprises privées et 60 milliards de francs CFA aux services publics. Selon les autorités locales, la priorité sera donnée à des domaines stratégiques, notamment l'énergie, l'agro-industrie, le numérique, les filières forêt-bois. Ça va véritablement aider ces entreprises. C'est un peu des formes de subvention. Ça va permettre à ces entreprises de se relancer, peut-être pour résoudre la problématique du crédit TVA. Ça va permettre à ces entreprises de maîtriser les coûts de production auxquels ils sont soumis pour produire. Aujourd'hui, un 1/5 de la population totale vit au ralenti à cause du conflit frappant la zone anglophone. Ainsi, à travers cet accord, l'État camerounais espère relever l'activité économique frappée de plein fouet par la crise anglophone, le terrorisme et maintenant la Covid-19. Toujours dans l'actualité camerounaise, l'opposition du gouvernement à la législation de l'Organisation mondiale du commerce qui fait de la pêche artisanale une activité illégale. La pêche, une pêche artisanale qui au niveau international est considérée comme illicite. Nathalie Mauve. La question du statut de la pêche artisanale divise les grandes économies et les pays émergents au sein de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Le Cameroun a fait entendre sa voix lors de la réunion ministérielle du comité des négociations commerciales de l'OMC sur les subventions à la pêche du 15 juillet 2021. Le ministre camerounais du commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, a estimé que l'accord sur la fin des subventions de la pêche devrait être amendé. Dans son allocution, il a indiqué que le Cameroun ne reconnaît pas la pêche artisanale comme une activité illicite. Le Cameroun, qui n'entrevoit pas la pêche artisanale comme partie de l'accord en cours, demande son exclusion du champ de l'accord, étant donné que ce genre d'activité participe de la sécurité alimentaire, de la politique de l'emploi et de la lutte contre la pauvreté. L'OMC veut trouver dans les meilleurs délais un accord consensuel aux négociations pour la fin des subventions à la pêche. Notons que ces discussions sont en cours depuis 20 ans. La pêche telle qu'actuellement pratiquée est responsable de la recrudescence des captures de poissons, contribuant à la déplétion des stocks halieutiques à l'échelle globale. La directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, plaide pour une solution en faveur d'une pêche durable. Les pratiques de pêche non durable continuent de faire des ravages dans nos océans. Encouragés par le soutien financier des gouvernements, nous cherchons à discipliner. La pêche capte des subventions d'un montant de 35 milliards de dollars chaque année. La signature d'un accord sur les aides gouvernementales en direction de ce domaine pourrait permettre d'augmenter de 12,5% le stock de poissons d'ici 2050, selon des experts. C'est une course de vitesse qui est engagée sur le continent africain face à la virulence d'une troisième vague de la pandémie de Covid-19, une recrudescence des cas de contamination qui a provoqué une hausse des décès de plus de 10% ces derniers jours. Pour l'Africa CDC, il faut accélérer la vaccination. Une livraison de Johnson & Johnson est attendue dans les prochains jours. Marie-Raphaël Antolo. D'après l'envoyé spécial de l'Union africaine chargé de diriger les efforts pour se procurer des vaccins contre le Covid-19, Strive Masiyiwa, le continent recevra bientôt des premières doses de vaccins anti-Covid-19 venant des fournisseurs du vaccin Johnson & Johnson. Selon Strive Masiyiwa, les vaccins en cours d'acquisition vont permettre de vacciner 30% de la population africaine, soit 50% de l'objectif visé. Les centres africains de contrôle et de prévention des maladies souhaitent par ailleurs pouvoir vacciner au moins 60% des populations africaines pour immuniser le continent. Afin que nous puissions arriver à vacciner 800 millions de personnes, nous aurons besoin de 1,6 million de doses dans le régime de double dose. Toute contribution auquel nous devons compter
doivent considérer l'ampleur que cela comprend. C'est donc 1,6 million de doses dont nous avons besoin pour un régime de double dose. En novembre 2020, l'Union africaine et les centres africains de contrôle et de prévention des maladies s'étaient accordés avec les fournisseurs de vaccins pour offrir des vaccins pour au moins 30% des populations africaines. Le CDC Afrique, organe spécialisé de l'Union africaine, tient par ailleurs au respect de cet engagement afin d'atteindre l'objectif visé et de pouvoir vacciner 780 millions d'habitants sur les 1,3 milliard que compte le continent. Les leaders africains ont rencontré le président Macron, représentant des donneurs pour l'offre de vaccins anti-Covid-19 à l'Afrique en novembre et décembre 2020. Ils l'ont ainsi exhorté lors de cette rencontre à amener les autres pays donneurs à pousser leur engagement de fournir les vaccins en Afrique pour au moins 30% des populations. Shrive Masiyiwa, envoyé spécial de l'Union africaine, indique que jusqu'à présent, l'Afrique n'a pas pu atteindre ses objectifs de vaccination en raison de la non-disponibilité de vaccins et non celui de l'argent, contrairement aux idées véhiculées. Il indique par ailleurs que 200 milliards de dollars américains ont été déboursés aux fournisseurs du vaccin Johnson & Johnson pour acquérir 400 millions de doses. Au Rwanda, pour lutter contre le chômage des jeunes, le gouvernement souhaite mettre l'accent sur les filières professionnelles. L'État se dit engagé à mettre en place des formations en adéquation avec le marché de l'emploi à travers des enseignements plus professionnalisants. Nathalie Mo. Le Rwanda poursuit la réforme de son système éducatif. Le pays veut désormais moderniser l'enseignement technique. Le but étant de mettre sur le marché du travail une main-d'œuvre de plus en plus qualifiée, une démarche qui vise à accroître l'employabilité des jeunes Rwandais. Tous les Rwandais devraient avoir des compétences dans diverses activités qu'ils pourront exercer à l'avenir. Les écoles polytechniques conduisent au développement individuel, mais aussi à celui du pays en général. Les étudiants peuvent obtenir leur diplôme avec diverses compétences professionnelles nécessaires au développement industriel pour lequel le Rwanda nourrit de réelles ambitions. Le Premier ministre rwandais Edouard Ngirente a déclaré que l'enseignement professionnel est un moyen de lutter contre le chômage et la pauvreté. Des cours d'agronomie, de médecine vétérinaire et d'infirmière seront ainsi introduits dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle, une dynamique qui vise à réduire le déficit de compétences dans le pays. Nous n'aimerions pas que les étudiants des écoles techniques croient qu'ils n'ont pas acquis suffisamment de compétences au cours de leur formation. Le gouvernement va allouer un budget conséquent à l'équipement de ces écoles en matériel de formation de pointe pour assurer des enseignements de qualité. Au Rwanda, les établissements de formation professionnelle ont accueilli près de 20 000 étudiants en 2020. En 2019, 70% des étudiants de ces écoles ont trouvé un emploi 6 mois après la fin de leur formation, révèlent des chiffres officiels. Les nouveaux programmes de formation technique seront implémentés dès septembre 2021, selon le Premier ministre rwandais. Les autorités congolaises assurent les Jeux de la francophonie vont se tenir conformément au calendrier retenu, c'est-à-dire du 19 au 28 août 2022 dans la capitale Kinshasa. Réaction suite aux nombreuses préoccupations des experts de l'Organisation internationale de la francophonie, inquiétude notamment au sujet des infrastructures qui ne sont toujours pas prêtes à un an de l'événement. Et c'est donc la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.